Bonjour à tous, je suis Alice Lostis, la directrice du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, et je vous remercie d'être venus si nombreux à notre webinaire qui s'intitule Vers une gestion circulaire des nutriments. Je vais d'abord vous présenter le CTBM. Fabien, si tu peux passer la planche, s'il te plaît. Donc, le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, c'est la structure qui rassemble le réseau des laboratoires et autres instituts de production de connaissances en France. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, ils sont assez dispersés sur le territoire et ils travaillent tous sur différents aspects de la filière méthanisation, que ce soit la mobilisation des gisements, les procédés sur site en unité de méthanisation et les divers impacts sur l'environnement, l'agronomie, la société et toutes les retombées que peut avoir la filière méthanisation pour les territoires dans lesquels elle s'implante. Au CTBM, pour animer ce réseau, on organise des événements, notamment les journées recherche, innovation, biogaz, méthanisation. Les prochaines sont du 15 au 17 mars à Lyon, mais on fait aussi la diffusion de connaissances, donc le webinaire que vous allez bientôt voir, et le site internet infometa.org qui est écrit par la communauté des membres du CTBM. Nous animons aussi des groupes de travail sur différents thèmes. J'étais sur la valorisation du CO2, qui a publié un guide en 2020 pour savoir comment est-ce qu'on pouvait utiliser le CO2 issu de méthanisation. Un groupe de travail sur les formations qui travaille à améliorer l'offre de formation de la filière. Et enfin, en lien avec la thématique qui nous occupe aujourd'hui, le bouclage des cycles des nutriments, donc auquel peut contribuer la méthanisation par la valorisation de coproduits agricoles, que ce soit des effluents d'élevage ou des matières végétales ou différents autres types de déchets. Le CTBM fait partie du Club Biogaz de la T2E, l'interprofession de la filière méthanisation. Nous sommes basés à La Défense et l'ADEME soutient nos actions depuis la création du CTBM en 2019. Donc aujourd'hui, nous accueillons Fabien Esculier, que je vais vous présenter rapidement avant qu'il présente son intervention. Donc, Fabien est ingénieur des ponts, eaux et forêts. Il a eu une première vie avant la recherche de fonctionnaire en agence de l'eau et en direction régionale pour l'environnement. Ensuite, il s'est lancé dans un doctorat dans le laboratoire où il travaille encore aujourd'hui. Et ses travaux, notamment à travers le programme de recherche OCAPI, portent notamment sur la collecte séparée des urines et matières fécales humaines afin de faciliter la gestion circulaire des nutriments qu'ils contiennent. Fabien, c'est à toi. Merci beaucoup. Et donc, bonjour à toutes et à tous, et puis excellente année 2022. Je suis donc très heureux de avoir l'occasion d'échanger et de présenter les travaux que nous réalisons dans le cadre du programme OCAPI, programme que je coordonne donc depuis 2014 désormais, au sein du laboratoire LESU à l'école des ponts à Paris Tech. Et donc, je vais essayer de partager certains des résultats de notre recherche. Et bien sûr, j'essaie de le faire dans une optique de mise en dialogue avec les enjeux de méthanisation biogaz dans le cadre de cet échange CTBM. Alors, nous intéressons à une approche très pluridisciplinaire de ces enjeux de transition dans les modes de gestion des matières organiques, des nutriments en général, et avec une approche particulière sur l'histoire. Alors, je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer pour un petit peu d'interactivité, parce que je ne vois pas de vidéo et je ne vous entends pas évidemment, c'est le principe. Je vais commencer par une petite question. Vous avez un texte qui apparaît ici. Et la question, c'est de savoir de quand date ce texte. Donc, ceux qui ont envie de se jeter à l'eau, vous pouvez écrire a priori dans un petit onglet, je crois que c'est plutôt l'onglet questions auquel vous avez accès, mais vous pouvez écrire dedans si vous voulez vous jeter à l'eau pour essayer de deviner quand cette phrase a été écrite. Alors, je vais la lire. Par de nombreux aspects, les pratiques françaises contredisent un grand nombre de théories des observateurs de l'industrie du compost. D'abord, il y a une théorie suivant laquelle le compostage ne peut pas avoir lieu dans les grandes agglomérations. En France, une proportion impressionnante de la production de compost a lieu dans la région parisienne. D'après les dernières statistiques, il y a 86 usines de compostage en France, dont 42 dans la seule agglomération parisienne. Groupe d'études sur le compost. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer à essayer de proposer une date à laquelle ce texte a été écrit?
On dirait que la question est trop piégeuse. Ah, ça y est. On se connaît pas encore. Ah! Alors, quelqu'un propose 2000. Merci de vous jeter à l'eau. Il y a un moyen d'écrire de façon anonyme. 1950. Alors, je vois pas très bien Je pense que les... c'est Ah, bah, ça Pascal. là. 2000, 1950, 1970. On a un Ouais, bon c'est pas mal. 1912. Ah là là, on a une belle Une belle variété de fourchette. propositions. Effectivement, je trouve très difficile de répondre à cette question moi-même. C'est plus facile de mon côté. Alors, je vais montrer la réponse. 1978, c'est un groupe d'études de la Commission européenne, une archive qui a été retrouvée par Étienne Dufour dans le cadre de sa thèse et qui s'intéresse, alors là il s'agit du compostage, mais l'idée c'est bien de parler plus généralement de cette question de valorisation des matières organiques. Donc voilà, il cite le fait que la France et l'agglomération parisienne en particulier étaient perçues plutôt comme une exception par l'intense recirculation des matières organiques qui s'y déroulaient. Et en 1978, on trouve encore des témoignages de cette valorisation forte. C'est intéressant parce que, je ne sais pas, les appréhensions que vous avez de cette histoire, mais finalement, le passage à une économie extrêmement linéaire dans la gestion des matières organiques est assez récent on avait en particulier en France une importante valorisation de ces matières. Un autre document qui, lui, est davantage destiné à des gens qui pratiquent la méthanisation. Ici, une publicité d'entreprise qui vend des machines à laver, entre autres, et qui fait du gaz, du biogaz, à partir de matières urbaines ou de fumier donc animal ou humain. À nouveau, si vous avez envie d'essayer de deviner la date de cette publicité, vous pouvez vous lancer dans le jeu. On est à Lille, là, cette fois-ci. Et c'était des archives qui sont travaillées par Emmanuel Adler dans le cadre de sa thèse qu'il a soutenue en 2020 sur la question de la gestion des urines et matières fécales humaines en particulier. Alors, on a une proposition euh, très ancienne. Alors, il y a une réponse qui est très très proche de la date effective, hein, 1952. Ça montre aussi donc l'importance des processus, entre autres, de méthanisation. Il y a donc 70 ans, dans des logiques de valorisation de matières qui finalement ont progressivement disparu de notre société, alors reviennent potentiellement, mais en tout cas, il y a un large mécanisme de disparition. Alors, cette trajectoire historique, elle est en particulier explicitée par Sabine Barle dans son ouvrage qui s'appelle L'invention des déchets urbains et dans lequel elle expose la thèse suivant laquelle, en particulier à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait eu un intense mutualisme entre ville, campagne et industrie. Et finalement, les intrants des uns étaient les matières, donc les flux excrétés émis par par la ville ou par la campagne ou par l'industrie étaient récupérés par l'autre et finalement une forme de mutualisme très fort entre ces trois piliers, ville, campagne, industrie. Et puis finalement, on est passé à la linéarité de l'anthropocène de façon assez générale dans la société et en particulier pour ce qui est de la gestion des matières organiques. C'est effectivement un principe de combustion, en particulier sur les biodéchets, qui a progressivement dominé à partir des années 70-80 et qui a induit la mise en place de cette linéarité qui est permise bien sûr par l'utilisation de ressources fossiles, puisque pour se permettre de se passer des matières organiques, on a eu recours à la pétrochimie, à l'utilisation d'hydrocarbures et puis la synthèse d'engrais azotés pétrochimiques et puis l'extraction minière fossile
de phosphore, de potassium, etc., pour, d'une certaine manière, remplacer ce qui n'était plus valorisé. En tout cas, permettre de se passer de valoriser ces matières. Alors, si on en vient plus spécifiquement aux humains et aux matières qu'elles excrètent dans lesquelles nous travaillons dans le programme OCAPI, récapitulons, je propose de récapituler sur ce petit schéma deux principaux atomes qui nous permettent de vivre dans notre métabolisme. Le carbone et l'azote. Nous avons besoin de manger du carbone dans les glucides, les lipides, et puis nous avons besoin de manger de l'azote, c'est dans les protéines. Et on constate aujourd'hui que les Français mangent à peu près 64 kg de carbone par personne et par an dans leur alimentation. Et puis, on recommande de manger 3,4 kg d'azote par personne et par an, donc sous forme de protéines. Alors, une fois qu'on a mangé ça, qu'est-ce qui se passe dans le métabolisme humain? Le carbone, il va principalement être respiré et émis sous la forme de CO2. Donc, on a 55 kg de carbone qui partent sous forme de CO2 dans la respiration. Et puis, il y a une petite part d'excrétion de ce carbone qu'on retrouve principalement dans les matières fécales. Quant à l'azote, il a une trajectoire extrêmement différente, puisque l'intégralité de l'azote qu'on trouve dans l'alimentation se retrouve sous une forme toujours réactive et donc toujours disponible facilement pour le vivant, de 3,4 kg d'azote dans les urines et matières fécales humaines. Il y a donc une différence très forte entre le fait que notre alimentation contient du carbone réduit, donc plein d'énergie, mais on consomme cette énergie en respirant, alors que pour l'azote, on retrouve en fait cet azote toujours sous une forme réactive. Il est passé de protéines à urée, mais il est toujours très mobilisable par le vivant. Ce que nous étudions dans le programme OCAPI, c'est les systèmes alimentation-excrétion. C'est-à-dire finalement, plutôt que de parler simplement de système alimentaire, comme c'est souvent le cas, on essaye d'intégrer le fait que après l'alimentation, il y a l'excrétion des matières. Et un système alimentation-excrétion, ça désigne la manière dont une société humaine s'organise pour permettre la base de la vie humaine, c'est-à-dire le fonctionnement de ce métabolisme humain. Comment est-ce qu'on produit de la nourriture? Qu'est-ce qu'on mange? Et puis, comment est-ce qu'on gère les excrétions humaines? Finalement, il y a une variété énorme dans l'histoire et sur la planète de façons de gérer cette alimentation et cette excrétion humaine. Et ce qui nous intéresse, c'est de considérer les modes de gestion qui soient soutenables en particulier. On est effectivement dans une période que l'on nomme souvent l'Anthropocène, dans laquelle l'activité des sociétés humaines, et en particulier les sociétés industrielles occidentales, a conduit et conduit malheureusement toujours à dépasser les limites planétaires, c'est-à-dire perturber les grands équilibres planétaires d'une manière telle que on ne peut pas savoir si la continuation de la vie humaine telle qu'on le connaît aujourd'hui sera effectivement possible et dans quelles conditions. Et on a donc un certain nombre de limites qui sont considérées comme dépassées, de perturbations du système Terre, trop fortes pour garantir la stabilité future. On parle beaucoup du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité. On voit sur ce graphique qu'il y a aussi en bas une perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore qui est considérée comme ayant franchi le seuil de la limite. Et pour autant, c'est très peu médiatisé. Et c'est sur cet élément que nous nous intéressons beaucoup à travailler, en particulier parce qu'il est au cœur de ces systèmes alimentation-excrétion. Alors, je vais illustrer de façon comparée les enjeux carbone et azote, parce que je pense que ce sont deux enjeux extrêmement forts sur les sujets de méthanisation. Et je vais me baser là-dessus sur des travaux que j'ai réalisés dans ma thèse de suivi des flux de carbone dans le cas précis de pain qu'on peut consommer à Paris. Donc, si vous, pour ceux qui sont à Paris, mais ailleurs, ce sera à peu près valable de la même manière que vous mangez du pain ce midi, voici à peu près la circulation de carbone qui aura été liée à la consommation de ce pain. Donc, il va d'abord y avoir des plantes qui vont fixer le CO2 de l'atmosphère pour construire la plante, en l'occurrence le plant de blé. Ce carbone servira à faire la paille et du blé, les racines du blé, et puis il y aura donc environ un tiers du carbone qui sera fixé effectivement dans les grains de blé. Ensuite, ces grains de blé vont être amenés en ville, ils vont être moulus,
On aura donc dans la ville un certain nombre de biodéchets, de pain non consommé par exemple, qui représentent en moyenne 7% de tout ce qu'il y avait au début. Et puis 30% qui va effectivement être consommé par le corps humain. Alors le corps humain, on l'a déjà vu, donc il va l'assimiler principalement sous forme de glucides dans les cellules, et puis on va excréter sous forme de gaz carbonique, et ce qui permet du coup de boucler une partie de la boucle avec les plantes qui fixent ce carbone. Et puis ensuite, on a un petit peu de carbone dans les matières fécales et dans l'urine, donc voilà, sous forme toujours réduite. Et puis alors, j'en parle très très rarement, mais comme je suis dans le club biogaz, c'est quand même l'occasion de chiffrer la production par un humain, environ 0,03% de biogaz humain, en l'occurrence donc le méthane, qui excrètent un tout petit peu les humains également. Plus pour l'anecdote. Alors, si on regarde ces flux de carbone donc alimentaires ici de l'agglomération parisienne, il faut évidemment les comparer aux flux de carbone qui circulent dans la société par ailleurs. Et donc, j'ai représenté à l'échelle la combustion d'hydrocarbures fossiles qui est réalisée en parallèle par notre société. On voit donc que le système alimentaire a un intérêt évident en termes de valorisation du carbone qu'on peut faire, mais un problème d'échelle par rapport à ce qui, par ailleurs, est consommé par la société en termes d'hydrocarbures fossiles. Regardons maintenant le cas de l'azote dans les systèmes alimentation-excrétion. Alors l'azote, il est présent en très grande quantité dans l'atmosphère, sous forme N2, forme relativement inerte. Et aujourd'hui, très majoritairement, on requiert à la synthèse d'engrais dans des usines pétrochimiques, donc procédés Haber-Bosch. On va avoir donc la majorité de l'azote qui sert à cultiver du blé en France aujourd'hui, qui utilise l'engrais Haber-Bosch azoté comme matière fertilisante. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la fixation symbiotique, c'est-à-dire des micro-organismes capables de fixer l'azote et qui sont par exemple en symbiose avec les légumineuses, une pratique qu'on retrouve beaucoup en agriculture biologique, mais c'est aujourd'hui minoritaire dans l'agriculture française. Alors une fois qu'on a donc fixé cet azote, et pour information, on estime que c'est à peu près 2% de toutes les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial qui sont liées à la synthèse de ces engrais azotés en usine pétrochimique Haber-Bosch. Donc une fois qu'on a fixé cet azote, donc la majorité va effectivement aller dans le grain de blé, ce qui est déjà une différence importante par rapport au carbone. Il y a un surplus au champ, mais l'efficacité de captation de l'azote dans les pratiques agricoles françaises actuelles est relativement élevée. On a à nouveau des biodéchets en ville, les parts qui vont ne pas être consommées, mais sinon donc on va se nourrir de cet azote désormais sous forme de protéines qui va alimenter les cellules et dont la principale excrétion derrière est l'urine humaine. Et donc on retrouve en fait plus de la moitié de l'azote entrant dans le système dans l'excrétion d'azote des urines humaines. Une petite partie ne sera pas digérée par le corps humain et se retrouvera dans les matières fécales. Voilà un tableau donc assez différent de celui du carbone et qui illustre l'importance variée qu'on peut avoir aux différentes excrétions de la ville, biodéchets, urine et matières fécales, en fonction effectivement des différents nutriments, tout simplement du fait du métabolisme humain qui est intervenu entre-temps. Alors, dans ma thèse et dans les travaux que j'ai pu mener en collaboration avec les collègues, nous avons détaillé très largement le système alimentation-excrétion de l'agglomération parisienne. Je vais faire ici une vision extrêmement synthétique de cet article publié avec en particulier Julia Lenoé. Si on reprend donc comment fonctionne le système alimentation-excrétion parisien, cette fois-ci uniquement sur le flux de l'azote, on constate déjà qu'on mange 4,9 kg d'azote par personne et par an. J'indiquais tout à l'heure que le besoin physiologique est 3,4 kg, donc en fait on a déjà ici un premier facteur multiplicatif par une consommation qui est à 150% du besoin physiologique. On mange beaucoup plus de protéines que nous en avons besoin et ces protéines vont être immédiatement urinées par le corps sans être effectivement utilisées et ressortir sous la forme d'urine en même quantité. Nous avons ensuite un système de gestion de l'alimentation qui est extrêmement intensif puisqu'on utilise 21 kg d'azote sous forme d'engrais pour produire ces 5 kg d'azote dans l'alimentation.
Et donc 80% de pertes dans tout le long du système. J'indiquais tout à l'heure l'efficacité de la production agricole sur le blé, mais le système dans son ensemble, quand on inclut en particulier l'empreinte de la production de protéines d'origine animale, inclut un grand nombre de pertes. Et puis enfin, ces excrétions urine et matière fécale, aujourd'hui, la très grande majorité des gens utilisent une toilette à chasse d'eau connectée à un égout qui, s'il va en rivière, entraîne une pollution. Donc on a construit des stations de traitement des eaux usées pour limiter la pollution des rivières. Et ces stations de traitement d'eau usée, en fait, ne permettent que très peu de recyclage de l'azote. Et on retrouve dans les bouts de stations d'épuration uniquement 5% de l'azote qu'il y avait en entrée, ce qui fait qu'on est donc sur un système non sobre par les régimes alimentaires, avec un grand nombre de pollutions induites, et puis extrêmement linéaire, puisqu'il y a très peu de valorisation, que ce soit sur les biodéchets ou sur les urines et matières fécales humaines. Vous avez ici, de façon très brève, les émissions qui sont effectivement induites sous forme ammoniac, nitrate, N2O dans ces différents au niveau agricole et puis au niveau des traitements des eaux usées, où nous avons les mêmes flux, mais de façon moindre. Alors, derrière ce système que nous considérons donc comme non soutenable, il y a énormément d'enjeux, et je souhaitais insister en particulier sur un enjeu d'indépendance alimentaire de la France qui me paraît extrêmement fort, puisque les engrais azotés sont un peu produits en France, à environ un tiers, mais de toute façon, le gaz qui sert à les fabriquer est totalement importé. Et puis pour les donc 2 tiers d'autres engrais azotés qui sont synthétisés, ils proviennent de l'étranger et souvent de pays gaziers. Et les engrais phosphorés sont eux aussi totalement importés en France. Donc il y a un enjeu stratégique majeur à sortir de ce système linéaire et à valoriser ces ressources qui fonctionnent majoritairement sur l'importation et une très faible valorisation. Alors, dans le programme Okapi, nous nous intéressons à comprendre donc les trajectoires possibles socio-écologiques des systèmes alimentation-excrétion, et en particulier dans le cas de la France, avec une approche systémique pour essayer de comprendre les modifications globales qui s'y passent. Et c'est un programme de recherche très tourné vers l'action, où nous essayons de mener à la fois de la sensibilisation, de l'animation et voire de l'accompagnement pour la mise en œuvre de projets qui puissent répondre à ces différents enjeux. Notre approche est très interdisciplinaire et nous avons 4 axes qui sont les axes métabolisme, compréhension globale des enjeux, agricole, donc tous les enjeux agricoles de l'utilisation, de la mise en place de ces nouvelles boucles envisageables. Un axe socio très important, nous essayons de comprendre les tenants et aboutissants sociologiques au sens très large et sociotechniques des modifications induites par ces changements de régime. Et puis enfin, un certain nombre de démonstrateurs que nous suivons. Alors, pour une transition systémique, le premier mot d'ordre, si je puis dire, en tout cas ce qui paraît extrêmement pertinent, c'est avant tout une logique de sobriété, parce que bien sûr, la sobriété, le fait d'avoir des consommations qui sont en corrélation avec les besoins effectifs, c'est le premier levier qui permet derrière d'abaisser l'ensemble de l'intensité de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, cette sobriété, on l'a vu, elle peut s'appliquer très fortement dans la question des régimes alimentaires. Et donc, il nous semble avant tout important d'aller vers des régimes alimentaires qui soient sobres déjà en quantité de protéines, comme j'ai pu l'indiquer, mais également aussi dans la proportion des produits d'origine végétale et animale, puisque nous sommes à peu près à 2 tiers de produits d'origine animaux dans le régime alimentaire, avec un impact démultiplié extrêmement fort en amont dans les systèmes agricoles pour produire ces produits animaux. Et donc, sur la production alimentaire, je cite en particulier les travaux de Gilles Billen, publiés, et puis de tous les collègues, publiés l'an dernier, sur un scénario qui propose de repenser la production agricole à l'échelle européenne, avec un scénario dit autonome, reconnecté, demi-tarien. Autonome, c'est-à-dire capable d'assurer la fertilité des sols sans utiliser de ressources fossiles comme aujourd'hui. Reconnecté en particulier par la reconnexion entre élevage et culture de céréales, puisque les systèmes sont aujourd'hui largement spécialisés et déconnectés, ce qui participe à cette non-soutenabilité. Et puis demi-tarien par la modification du régime, donc en divisant par 2, c'est la logique du régime demi-tarien,
les proportions de produits animaux, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 tiers animal, 1 tiers végétal, on inverse les proportions de protéines avec 1 tiers animal et 2 tiers végétal. Et vous avez ici donc une illustration des flux d'azote permis par ces systèmes et qui repose entre autres sur le troisième pilier de cette transition qui est la valorisation des urines et matières fécales humaines. En effet, pour une transition systémique, une fois la sobriété mise en œuvre et les déchets minimisés, ce qui est avant tout semble l'importance, derrière, il s'agit de penser à une valorisation couplée du carbone et des différents nutriments, azote, phosphore et potassium, et donc des biodéchets et des urines et matières fécales humaines pour ce qui concerne la ville. Alors, nous venons tout juste de publier un premier ouvrage français sur la séparation à la source, c'est-à-dire cette possibilité de gérer les urines et matières fécales autrement que par un mélange avec l'ensemble des autres eaux utilisées dans un foyer. Vous pouvez le télécharger sur le site internet de notre programme Okapi sur le lien ici. Vous le trouverez aussi sur le site internet de l'association Arceau Île-de-France qui édite cet ouvrage et dans lequel je co-anime avec Marine Legrand et Jean-Pierre Tabuchy un groupe de travail sur la séparation à la source qui vise à fédérer les acteurs qui s'intéressent à cette question et à diffuser des connaissances sur ces enjeux. Voilà, l'enjeu de la séparation à la source, si on considère les eaux usées d'un foyer domestique, on constate que finalement, il y a pour environ 150 litres d'eau consommée par personne et par jour, un très faible volume d'urine et matières fécales, 1,3 litre pour les urines, 0,2 pour les matières fécales, qui sont diluées dans cette eau, alors que typiquement pour l'azote, on voit que 90% de l'azote est présent dans l'urine en très grande majorité et un petit peu dans les matières fécales. Et il y a donc une certaine logique à mettre en œuvre des systèmes de tri à la source pour permettre de valoriser ces matières qui aujourd'hui, comme nous l'avons vu, sont extrêmement peu valorisées dans le système. Alors, il y a de nombreuses réalisations en France déjà de mise en œuvre. Alors, il y en avait un très très grand nombre il y a 100 ans ou 150 ans, puisque la France pratiquait un intense recyclage des urines et matières fécales humaines. Donc, il y a une réémergence aujourd'hui de cet intérêt pour le retour au sol des urines et matières fécales humaines et le bouclage des cycles biogéochimiques azote et phosphore. Je cite ici dans cette diapositive quelques illustrations de sites et puis on voit aussi des images d'interface qui permettent ces différentes collectes. Alors l'école élémentaire de Saint-Germain dans le Gers, c'est à notre connaissance la première école française qui a été intégralement équipée de toilettes sèches et donc il y a à la fois urine et matières fécales humaines qui sont collectées pour l'ensemble des enfants et des professeurs de l'école sur des interfaces sèches. L'habitat participatif, qui est un secteur qui rencontre beaucoup d'initiatives en fait, donc de la part d'habitants qui se regroupent pour définir les modalités de l'habitat collectif dans lequel ils sont, avec valorisation des urines et matières fécales. Et je cite ici donc au clair du quartier dans la ville de Grenoble, et encore l'habitat auberge à Dole de Bretagne. L'image que vous avez à gauche de la toilette à tapis roulant, c'est celle qui est en train d'être installée dans le quartier auberge pour une valorisation séparée des urines en agriculture après, a priori, simple stockage et des matières fécales après compostage également en agriculture. Je mentionne aussi l'existence d'un réseau tout neuf à Bordeaux qui s'appelle la Fuménerie, dans lequel une quarantaine de foyers est associée pour réaliser une collecte en porte-à-porte des urines et matières fécales, de la même manière qu'il y a des collectes qui peuvent exister sur les biodéchets. Donc c'est extrêmement nouveau et extrêmement intéressant en termes de ce qui se construit aujourd'hui pour inventer des nouvelles façons de gérer ces matières. Et enfin, à des plus grandes échelles, on peut mentionner le plateau de Saclay, en train de construire un bâtiment avec collecte d'urine sur urinoir sec, comme vous voyez ici en haut à gauche sur l'illustration, un urinoir sec ici masculin, pour valorisation agricole. Et puis le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris, où là, il est projeté, et il est en construction d'ailleurs, pour donc environ 1000 habitants, une séparation à la source de l'urine, un réseau
public de collecte de ces urines sur le quartier, une unité de concentration de cette urine, et puis une production d'engrais qui serait utilisée par la ville de Paris pour les espaces verts de la ville. Vous avez ici l'illustration d'une interface donc de toilette à séparation d'urine en bas à gauche, qui illustre le type de toilette envisageable dans ce quartier. Alors, ces sujets-là, dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en 2018, j'avais participé au concours Ma thèse en 180 secondes pour l'illustrer, et j'avais calculé que la valorisation de l'urine de tous les Français permettrait d'avoir l'équivalent de quoi produire 160 millions de baguettes de pain par jour en termes d'engrais qui est contenu. Et donc le programme de Okapi s'est beaucoup développé depuis, et nous avons eu le plaisir de passer à la pratique, c'est-à-dire que nous avons collecté de l'urine à l'école des Ponts. Sur l'urinoir sec masculin, nous avons aussi installé des urinoirs féminins dans certaines occasions. Nous avons épandu cette urine en serre et au champ pour étudier l'efficacité agronomique, les vigilances à avoir sur l'utilisation de ces produits. Et puis, nous avons moulu le blé en farine et travaillé avec un boulanger pour fabriquer du pain et des biscuits que je ne peux malheureusement pas partager avec vous aujourd'hui, mais je vous invite à vous inscrire, il est encore temps, le 31 janvier, dans 3 jours, au colloque AgroCapi qui se tiendra à l'Agro-ParisTech à Paris 5e et dans lequel nous permettrons une dégustation de ces fameux biscuits Biscodor qui sont donc produits à partir de blé fertilisé à l'urine humaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai présenté de façon assez succincte et transverse les enjeux de notre recherche et ce qui me semblait intéressant à mettre en débat avec la communauté CTBM. Et je suis bien sûr à disposition pour échanger désormais sur ces questions. Merci à vous. Merci Fabien. Vous pouvez poser vos questions et je les répercuterai à l'oral pour que ça puisse rester dans l'enregistrement et que Fabien y réponde. Je vois qu'il y a une remarque sur ce qui doit être probablement des pertes de matière, les exsudats foliaires et racinaires. Je pense que c'est les sécrétions des plantes pendant leur vie qui doivent représenter aussi un peu de variations qui sont peut-être présentes quelque part dans le flux. Je ne sais pas si tu as un peu une idée là-dessus, Fabien. Je suppose que c'était par rapport au flux de carbone dans les systèmes agricoles. La personne voulait sûrement mentionner le fait qu'il y a des exsudats de carbone faits par les plantes. Donc effectivement, là, c'était une échelle extrêmement macro d'analyse, hein, donc je n'ai pas indiqué ce détail de l'exsudat. D'accord. Et une autre question qui porte sur les pourcentages de biodéchets. Donc là, on est sur les cycles, toujours sur les cycles, mais cette fois-ci concentré côté humain. Est-ce que le pourcentage de biodéchets intègre les miettes ou le gaspillage? Alors, les biodéchets, c'est entendu au sens très large, hein, c'est-à-dire c'est la différence entre ce qui est effectivement ingéré par la population française. Dans le cadre de cet article, nous avons utilisé les études de l'ANSES enquête 1K. Et donc, on fait la différence par rapport à ce qui est mis sur le marché via d'autres statistiques du ministère de l'Agriculture en l'occurrence. Donc voilà, c'est au sens très très large, c'est la différence entre ce qu'on a mis sur le marché et ce qui a effectivement été ingéré derrière. Merci. Et enfin, une nouvelle question qui porte sur quasiment ta dernière planche. Pour fertiliser le blé, les urines étaient-elles brutes ou concentrées? Et quelle est la quantité d'urine en litres par hectare qui a été épandue? Oui, alors, bon, déjà, si vous avez l'intérêt pour ces enjeux, je répète la possibilité de participer au colloque AgroCapi lundi qui détaillera tout ceci en long, en large et en travers. Il y a dans le projet donc AgroCapi, hein, qui est le volet spécifique, je dirais, agricole du programme Okapi, nous avons étudié l'ensemble de ce que nous appelons les urinofertilisants, c'est-à-dire la possibilité, à partir d'urine humaine séparée à la source, de fabriquer des matières fertilisantes. Et en fait, il y a une très très large gamme d'urinofertilisants qui existent aujourd'hui, avec des niveaux assez variés
de mise au point, puisqu'il y en a qui sont encore à l'échelle très expérimentale et d'autres qui sont déjà disponibles sur le marché. On peut citer l'exemple de l'Orin, qui est à notre connaissance le premier et unique d'ailleurs urinofertilisant qui est donc passé le stade de l'autorisation de mise sur le marché. C'est une recherche publique suisse qui a été menée depuis de très nombreuses années et qui consiste à essayer de développer un procédé de concentration de l'urine. Donc, ils ont mis au point le procédé. Il est désormais commercialisé sous le nom de Orin et ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Suisse en 2018. Il n'y a pas de reconnaissance entre la Suisse et l'Europe pour les mises sur le marché, donc pour l'instant le produit n'a que l'autorisation au sein de la Suisse. La question de la concentration de l'urine, c'est effectivement un enjeu territorial important. L'urine brute est à environ 5 grammes d'azote par litre. On est relativement proche de ce qu'on peut avoir dans des digestats liquides finalement. Il y a donc un enjeu assez fort, en particulier dès qu'on est dans des situations de densité de population élevée, d'une part les volumes de stockage et d'autre part le nombre de véhicules qui puissent permettre le transport, si c'est un transport par camion, de cette urine. D'où l'intérêt pour un grand nombre d'acteurs de travailler sur des concentrations de l'urine quand on est en contexte urbain dense. Et je citais le cas donc du quartier Saint-Vincent-de-Paul où c'est effectivement ce qui est prévu d'être mis en œuvre. Voilà, les urinofertilisants sont très nombreux. Les procédés de concentration des urines sont aussi très variés et nombreux et avec plusieurs produits en émergence aujourd'hui. Et il y a tout un travail à réaliser dans chaque configuration territoriale pour effectivement estimer quelles sont les modalités les plus adéquates pour à la fois avoir l'empreinte environnementale la plus faible et puis permettre que se réalisent effectivement ces systèmes de valorisation. Il y avait une question donc en litres, quelle est la quantité apportée en litres par hectare, hein, donc ça dépend évidemment du niveau d'azote, phosphore et potassium qu'on veut apporter, hein, c'est relativement équilibré entre les trois. Si on se base sur l'azote, sur une fertilisation, je dirais, classique, 180 kg d'azote par hectare qu'on peut rencontrer en céréaliculture conventionnelle aujourd'hui en France, on va être sur de l'ordre de grandeur de 30 mètres cubes par hectare. Et donc, les produits concentrés peuvent être à des concentrations qui vont être 10, 20 ou 30 fois supérieures. Et donc, on va se retrouver avec jusqu'à potentiellement 1 mètre cube par hectare de produits. Merci. Alors, une question qui fait revenir sur la partie flux d'azote, avec le fait qu'il y ait très peu d'azote résiduel dans les bouts de stations d'épuration. Et donc, on nous demande quel est le processus de disparition, de transformation en azote, en diazote atmosphérique. Et ça, c'est la première question. La deuxième étant, où se trouve le phosphore? Est-ce qu'il est à 100% dans les boues? Alors, quand les premières stations de traitement des eaux usées ont été faites, le cahier des charges, c'était de ne traiter que le carbone. Donc, la très grande majorité de l'azote partait en rivière. Vous avez encore ça en France, dans un certain nombre de zones, en particulier dans le sud de la France, où les rivières sont considérées officiellement comme non sensibles à l'eutrophisation. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cette définition réglementaire qui dit qu'il y a certaines rivières qui sont sensibles à la pollution, d'autres qui le sont moins. Alors, ça peut s'expliquer d'une certaine manière, mais à mon sens, quand on regarde la carte de la France, où en fait toutes les rivières du nord de la France sont considérées sensibles et toutes les rivières du sud de la France ne sont pas nécessairement considérées sensibles, il semble aussi qu'il y a un certain nombre d'enjeux politico-culturels, je dirais, autour de cette question. En 1994, la France avait classé très très peu de rivières sensibles à l'eutrophisation, et puis c'est finalement donc les 2/3 nord qui sont intégralement considérés sensibles aujourd'hui. Donc depuis, on a mis en œuvre des traitements de l'azote dans les stations de traitement des eaux usées, avec un certain nombre d'années de retard par rapport aux exigences des directives européennes, en particulier nos directives ERU, eaux résiduaires urbaines. Le traitement qui a été mis en œuvre, c'est celui de la nitrification-dénitrification, c'est-à-dire que l'azote est d'abord nitrifié, donc il faut apporter de l'oxygène pour le permettre, et puis ensuite, dans un bassin sans oxygène, on va faire une dénitrification, ce qui envoie l'azote sous la forme N2 dans l'atmosphère. Donc, quand on met en œuvre ce procédé en station de traitement des eaux usées, la majorité de l'azote part dans l'atmosphère. Ensuite, la deuxième devenir de l'azote, c'est souvent la rivière, hein, puisqu'il y a quand même toujours des nitrates
dans les rejets, et ensuite un peu de captation d'azote dans les boues, mais il est très minoritaire. Encore faut-il aussi que les boues soient retournées en agriculture, parce que s'il y a incinération des boues, on va être à 0% de valorisation de l'azote. Alors pour le phosphore, c'est un peu la même chose, hein. Il n'y avait donc pas de traitement du phosphore spécifique quand les stations de traitement des eaux ont été construites initialement, dans la majorité des cas. Donc le phosphore se retrouvait dans les rivières. On a progressivement imposé, mais encore pas partout, le traitement du phosphore dans les stations de traitement des eaux usées. Et donc là, la différence avec l'azote, c'est que le traitement, c'est très majoritairement de la précipitation, ce qu'on fait aujourd'hui en France. Et donc la précipitation fait chimiquement précipiter le phosphore, typiquement sous forme de chlorure ferrique, avec du chlorure ferrique, pardon, sous forme de phosphate de fer, dans les boues. Donc on le retrouve dans les boues, et ensuite, alors on peut avoir des taux de valorisation du phosphore qui vont être très élevés, hein, quand on a un traitement du phosphore et un épandage des boues. On peut aussi avoir un taux de valorisation qui est nul quand on a une incinération de ces boues, comme c'est le cas pour à peu près un tiers des boues d'épuration en France aujourd'hui. Alors, il n'y a pour l'instant pas de nouvelles questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez. Moi, j'en ai une, c'est à propos des flux d'azote, où tu nous montrais une extrême majorité qui provenait d'engrais azotés et une petite partie qui venait essentiellement de captation par les légumineuses. Où tu les matières organiques, les produits résiduaires organiques, comme, bon là on parle un petit peu des boues de station d'épuration qui représentent un flux mineur, et les flux des flux en élevage, les lisiers, les fumiers, qui constituent aussi des apports pour une partie des cultures. Oui, alors là, j'ai présenté une version extrêmement synthétique pour montrer la carte dans la vision globale du sujet. Du coup, il n'y avait pas les flux qu'on pourrait nommer internes au système agricole, qui sont ceux d'utilisation des urines et matières fécales animales sur les sols. Pour ce qui est du retour au sol des produits organiques urbains, les quantités en proportion sont extrêmement faibles. Donc, elle représente à l'échelle globale, hein, elle représente largement moins de 1% de l'entrée d'azote sur les sols agricoles français aujourd'hui. C'est pas du tout le cas pour les systèmes, les urines et matières fécales animales, qui effectivement sont importantes. Peut-être je peux montrer non pas l'existant, mais les systèmes envisagés. Dans le schéma que vous avez en bas à droite, donc un scénario 2050 à échelle Europe entière. Et donc, vous voyez qu'ici, ce scénario se passe totalement de l'utilisation d'engrais de synthèse azotés pour nourrir toute la population européenne et exporter toujours une partie de la production agricole européenne. Et on voit ici donc la proportion des différentes matières qui sont utilisées. Bon, si on veut regarder par exemple typiquement les cultures de céréales, donc nous avons une proportion de 5, donc là c'est en kilotonnes d'azote par an, 5 kilotonnes qui proviennent de fixation symbiotique de l'azote sur les champs, 2,2 qui proviennent des urines et matières fécales des animaux, et puis 1,1 qui provient de l'utilisation des urines, matières fécales et biodéchets urbains. Voilà, ça peut donner un ordre de grandeur du potentiel qu'on peut imaginer valoriser. Alors là, on s'est fixé à l'échelle d'horizon de temps de 2050 avec des hypothèses de transformation des modes de gestion des urines et matières fécales d'ici là. On peut noter l'exemple de la Seconde Guerre mondiale en France, hein, qui est extrêmement intéressant en termes de rupture totale dans la gestion des urines et matières fécales, puisqu'on s'est mis à avoir une intense valorisation des urines, matières fécales et biodéchets, alors qu'on était en train de commencer à décliner avec l'usage des produits pétrochimiques, qui s'est fait vraiment très soudainement, puisqu'il y a eu un passage en mode crise, hein, et puis le marché des engrais azotés a été divisé par 30 quasiment du jour au lendemain lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, les dynamiques de mise en œuvre de ces systèmes sont évidemment très dépendantes de facteurs plus ou moins exogènes. Là, on s'est mis en tout cas dans des scénarios de transition progressive.
Et on voit donc la proportion qu'on peut attendre de l'entrée d'azote sur les cultures de blé dans le système pour la fertilisation. Merci. Nous avons une nouvelle question qui concerne les urines, mais je pense que ça peut être étendu à matière fécale aussi. Qu'est-ce qu'on a comme résidus, finalement, non seulement pathogènes, mais aussi médicamenteux? Est-ce que ça peut poser un danger, un risque pour les sols agricoles qui reçoivent cet épandage et par extension ensuite l'alimentation qui pousse dessus? Alors, nous avons des résultats tout nouveaux, mais qui seront dévoilés lundi sur les travaux que nous avons menés sur le suivi des micropolluants. Je peux vous dire déjà la position générale de la communauté scientifique sur le sujet. Il y a donc effectivement des résidus médicamenteux dans les urines, dans les matières fécales. On les retrouve aussi dans les lisiers animaux, dans les fumiers animaux qu'on met aujourd'hui sur les champs, dans les boues de stations d'épuration aussi. Et puis de façon très générale, tout un tas de molécules qui sont pas souhaitables d'un point de vue des risques écotoxicologiques ou sanitaires humains qui peuvent importer et qui sont les usages de phytosanitaires sur les champs, qui sont les matériaux de cuisson d'aliments, etc. Donc il y a tout un enjeu de contamination de ces chaînes des systèmes d'alimentation-expression. Et pour ce qui est des présences de résidus médicamenteux, il n'y a pas de consensus scientifique parce qu'il y a très peu de connaissances aussi. Deux avis qu'on peut signaler, celui de l'Organisation mondiale de la santé, un avis donc de 2012, l'Organisation mondiale de la santé qui promeut l'utilisation des urines et matières fécales humaines en agriculture dans une logique de préservation de l'environnement par la non-pollution de ces matières qui représentent une pollution importante de l'environnement aussi, quand elles ne sont pas valorisées, et la capacité à produire davantage, en particulier dans des contextes où il n'y a pas d'utilisation d'engrais de synthèse. Et puis, et donc voilà, et donc la possibilité de les utiliser en tant qu'engrais. L'OMS donne des cadres sur les manières d'utiliser urine et matière fécale de façon sûre pour la santé. Et sur la question des résidus médicamenteux, l'OMS dit, eu égard aux pratiques existantes dans la société et eu égard au fait que si on est dans le système classique, finalement, ces résidus médicamenteux vont finir en partie dans les rivières, en partie dans les boues de stations d'épuration, l'OMS considère que elle ne propose pas de ne pas utiliser l'urine humaine malgré la présence de ces résidus médicamenteux, parce qu'elle estime que les risques sont considérés comme étant non significatifs. Par ailleurs, on a par exemple la thèse de Martina Winker, qui a été soutenue en 2009, dans laquelle elle cherche à quantifier la présence des différents résidus médicamenteux dans l'urine, dans des sols et dans des plantes. Elle n'aboutit pas à trouver des concentrations qui correspondent à des seuils de danger. Pour autant, elle dit qu'elle n'a analysé que quelques molécules et que, par précaution, elle propose de ne pas utiliser l'urine de personnes qui sont médicamentées. Il y a donc voilà, aujourd'hui pas de consensus là-dessus et ben, voilà, nous présenterons lundi les résultats des recherches qu'on vient de mener sur le sujet. Merci Fabien. Alors, je ne vois plus de nouvelles questions dans le chat. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter que tu n'as pas eu le temps de dire, que tu voudrais partager avec le public. Écoute, non, ces formats d'interaction, là, voilà, je vois pas vos visages et on a du mal à interagir autant que quand on est en vrai, mais bon, je suis content d'avoir eu vos questions. Puis j'espère surtout que cette présentation vous a intéressé, vous a apporté des éléments pertinents pour les réflexions. Et puis j'espère avoir l'opportunité de dialoguer sur les questions de vision plus globale, je dirais, sur ces enjeux de couplage entre les différentes modes de valorisation, puisqu'effectivement, la méthanisation, c'est une des modes de valorisation des matières organiques et il me semble important de travailler aux manières de coupler ces différents modes de valorisation avec les nouvelles manières de gestion des urines et matières fécales auxquelles nous nous intéressons dans le programme OCAPI. Merci beaucoup Fabien pour cette intervention effectivement très intéressante. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire
Et pour ne pas vous laisser trop sur votre faim, voici les prochains événements du CTBM. Le prochain rendez-vous, le premier, j'en ai déjà parlé un peu, dans l'ensemble, j'en ai un peu parlé au début. Maintenant, les détails. Il reste des places pour les journées recherche innovation biogaz méthanisation à Lille. Donc, sur 3 jours, une première journée technique sur comment concilier les attentes de la société civile et des pouvoirs publics pour la filière. Donc, aussi bien au niveau coût, niveau sécurité, niveau appropriation sociale. J'ai mis des liens que vous retrouverez sur les planches quand elles seront disponibles sur notre site. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mars. Sachant que les 2 jours suivants, le 16 et le 17, sont des présentations de travaux de recherche, donc du type Okapi qui ne sera pas présent, mais d'autres sujets liés plus directement aux thématiques de la méthanisation. Le prochain webinaire se tient le 8 février, toujours à 11 h. On change d'angle, on va parler beaucoup de sociologie pour savoir comment est-ce qu'on réussit ou qu'on rate un projet de méthanisation selon les dynamiques locales et les dynamiques internes au projet. Ce sera avec Sébastien Bourdin, géographe, professeur à l'École de management de Normandie. Et enfin, ce n'est pas un rendez-vous, c'est un site qui vous attend tous les jours si vous avez des questions sur la méthanisation, qui s'appelle Infometa. Vous pouvez même maintenant poser des questions via le site si vous n'avez pas trouvé la réponse. infometa.org, le site de la communauté du CTBM, vous accueillera avec plaisir. Merci à tous. Merci.